presque la fin de la 6e semaine. Bravo! Bien, je voudrais tout d'abord remercier les assistants et assistantes qui effectuent un travail exemplaire pour vous et pour nous tout au long de la session. Vous pouvez les applaudir et les remercier. Je suis vraiment ravie de vous présenter le conférencier de ce soir. Ko Pascal Somé est originaire du Burkina Faso, où il a fait des études de littérature française à l'université de Ouagadougou. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que le terme de cette ville, le nom de cette ville, Ouagadougou, me faisait rêver enfant, car je ne savais pas où ça se trouvait, et je pensais que c'était un pays magique, où les gens étaient magiques. Et évidemment, peut-être qu'ils sont magiques, tu vas nous le dire Pascal. Ouagadougou. En 92, il est allé en France pour préparer une thèse de doctorat en sciences du langage, thèse qu'il a soutenue en 1998 sur une approche linguistique des romans burkinabés francophones, dont Pascal est aussi littéraire. Plus ou moins. Ça me fait plaisir de le dire. Depuis plus de 18 ans, il enseigne comme professeur certifié de lettres la linguistique française dans 2 universités. D'abord, il a enseigné à Montpellier 3, puis maintenant, il enseigne à l'université Paris-Cité. Parallèlement, il enseigne à l'école de français de Middlebury College depuis 2004, ainsi qu'à notre centre Madeleine depuis 2 ans. Voilà. Depuis 2018, il est maître de conférences en linguistique française pour le compte de l'université Paris Diderot, désormais nommée Université Paris-Cité. Vous pourrez demander à Pascal l'histoire de l'appellation de cette université qui a changé de nom 3 fois. Ses recherches portent essentiellement sur 3 axes. Le système des temps du français et son enseignement, l'analyse linguistique du français langue africaine, les politiques linguistiques en Afrique francophone. En ce qui concerne ses récentes publications, il a publié en 2019 l'ouvrage « Comprendre les temps du français, une approche instructionnelle ». Il a publié chez Michel Oudiard. Et en 2022, il a publié avec Jean-Michel Benayoun et Jean-Philippe Sgwobo « Voix africaines », VOIX, « Voix émergentes », VOIES, « Langue, développement et dynamique interculturelle » aux éditions des archives contemporaines. En 2022, il a également publié 2 articles, « Le français langue africaine, une approche socio-linguistique », ainsi que « Les enjeux de l'enseignement bilingue en Afrique francophone, le cas du Burkina Faso ». Je connais Pascal ainsi que sa famille depuis presque 20 ans. Bien avant que je ne devienne directrice de notre école, et je ne rêvais même pas de devenir directrice de notre école à ce moment-là, je passais beaucoup de temps à Middlebury l'été pour travailler sur ma recherche. Et un jour, j'y ai rencontré Pascal et Isabelle, et leurs enfants. Isabelle, qui n'enseignait pas encore dans le programme de cette semaine, et moi-même, passions beaucoup de temps ensemble. Nous allions au lac, à la piscine, faire quelques courses, etc. avec 5 enfants, car Victor n'était pas encore né. J'avais un minivan, donc on fourguait les 5 enfants dans le minivan, et les 2 mères partaient, un peu folles, je crois, pensant que nous pouvions contrôler 5 enfants. On y arrivait quand même de temps en temps. Quand Pascal se joignait à nous, et que leurs enfants et les nôtres jouaient ensemble, et parfois se chamaillaient, j'étais toujours étonnée dès que Pascal disait quelque chose. Les enfants s'arrêtaient immédiatement. Ils arrêtaient immédiatement de se chamailler ou d'être turbulents. J'étais éberluée, je le suis encore, je lui demande comment il fait depuis des années, car Isabelle ou moi pouvions crier, parfois nous époumoner, mais rien n'y faisait, les enfants continuaient de se chamailler. Quand Pascal parle, on l'écoute. Et Pascal vous parle toujours doucement. Une des choses que j'apprécie le plus chez Pascal, c'est sa douceur. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi écouter, ce qui est une grande et rare qualité. Pascal a également beaucoup d'humour, ce qui est inestimable quand on a eu une journée stressante. Il sait toujours quoi vous dire pour vous faire rire ou sourire. Mais surtout, Pascal est un roc sur lequel on peut s'appuyer. C'est une personne sur qui on peut
toujours compter. Et je ne peux vous dire combien cela est précieux. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, mais je pense que la plupart des étudiants le savent, Pascal, il joue au foot et au volley. Sur notre campus, bien sûr. Son sport préféré, son sport et loisir préféré, c'est le football. Ses clubs de cœur sont, et je suis désolée pour les autres dont ce ne sont pas les clubs de cœur, sont l'OL, l'Olympique Lyonnais, oui, l'Arsenal et le Real de Madrid. Je te pardonne que ce ne soit pas le Barça, mais ça va. Ce soir, Pascal nous parlera de, tu vas lire l'heure, le français à la croisée des langues cultures africaines. Veuillez accueillir Pascal très chaleureusement. Merci Armelle pour ces propos chaleureux. On ne remerciera jamais assez les assistants et assistantes linguistiques pour ce travail discret et efficace qu'ils et elles font. Et je voudrais remercier particulièrement pour la préparation de cette conférence Lilia pour son aide créative que vous avez sous les yeux et Maï pour son, je vais utiliser un mot français, pour son coaching technologique. Je vous remercie d'être venus toutes et toutes par intérêt pour le sujet de cette conférence, par collégialité, par amitié, par affection. J'en suis d'autant plus touché que le sujet que je vais aborder me tient particulièrement à cœur parce qu'il me relie à l'Afrique. Vous le savez en me voyant, en m'entendant parler français, que je ne suis pas parisien. Je suis burkinabé et je suis devenu burkinabé et français par la suite, ce que j'assume totalement. Et donc, le sujet que j'aborde ici, les langues africaines à la croisée du français, ou le français à la croisée des langues africaines, vous en avez l'illustration ici. Nous avons une Afrique, j'espère que vous la voyez, rayonnante, comme elle l'est et comme elle le sera de plus en plus, quoi qu'il arrive. Et dans cette Afrique rayonnante, on voit bien que c'est une Afrique qui a été approchée par d'autres personnes qui n'étaient pas africaines, qui sont venues sur ce territoire, on le verra tout à l'heure, qui en ont un peu fait ce qu'ils en ont voulu, qui y ont laissé une langue qui s'appelle le français. Et cette langue, désormais, fait partie, pour moi, des cultures africaines. Le français n'est pas une langue d'origine africaine, c'est une langue étrangère. Mais aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le français est utilisé en Afrique francophone, on ne peut pas ne pas dire que le français est une langue africaine. Et pour symboliser cet héritage, vous avez dans certains pays, je ne sais pas si vous les voyez, une concession avec un grenier. Le grenier en Afrique, c'est pour conserver les céréales. Et les céréales constituent l'élément vital pour un village, pour une société. Et donc pour moi, les langues d'origine africaine et le français pour la zone francophone aujourd'hui, toutes ces langues font partie de l'héritage culturel africain, si je peux me permettre. Je crois que oui. Vous avez ici quelques expressions. Je vous laisse en prendre connaissance. Quand vous voyez ces expressions, vous vous dites bien que c'est du français, n'est-ce pas? C'est du français, mais qui vient, on dirait, un peu d'ailleurs. Et c'est de ça dont je vais parler. Quand on voit ces expressions, c'est le résultat, on aura l'occasion d'y revenir, c'est le résultat de la rencontre entre le français et les langues, cultures africaines.
Quand on voit ces expressions et quand on sait que le français a rencontré les langues et cultures africaines à la fin du 19e siècle, on sait que cela s'est passé avec la colonisation. Et ce français qui est arrivé en Afrique va s'acclimater. Et la notion d'acclimatation est très importante pour moi. Vous avez ici une citation d'un sociolinguiste, Jean-Louis Calvet, qui dit ceci: on distingue en écologie acclimatement et acclimatation. Lorsqu'une espèce animale ou végétale est déplacée, elle s'acclimate ou disparaît. Mais elle peut s'acclimater de deux façons. Soit elle survit simplement, et l'on parle d'acclimatement. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, parce que le français ne survit pas seulement en Afrique. Soit elle survit et se reproduit, et l'on parle d'acclimatation. Mais l'acclimatation d'une espèce implique toujours un changement, une adaptation aux conditions climatiques. Nous parlerons d'acclimatation, mais je parlerai plus particulièrement, comme on le dit en sociolinguistique, d'appropriation socio-linguistique, qui n'est pas un concept péjoratif en socio-linguistique. Parler du français langue africaine, c'est nécessairement parler de colonisation versus Afrique. Mais rassurez-vous, mon propos n'est pas un propos sur la politique africaine, encore moins sur la politique africaine de la France, même si ces sujets sont très importants. Mon orientation sera sociolinguistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vais m'intéresser à la langue française en Afrique, son statut, ses formes, dans un univers multilingue. Et ça, c'est très important, il faut en avoir conscience. C'est un univers extrêmement multilingue, marqué par un dynamisme des langues cultures africaines. Ces langues cultures africaines sont loin d'être en voie de disparition. Il suffit d'aller en Afrique pour s'en rendre compte. C'est un phénomène essentiellement urbain, mais pas seulement. Je vais m'intéresser à ce que j'appelle, à la suite d'autres auteurs, au français langue africaine, qui est pour moi une sorte de continuum hétérogène qui va de ce que j'appelle français ordinaire d'Afrique jusqu'au français standard. Mon approche ici sera analyse, je ferai une approche analytique impressionniste de quelques expressions vers la fin de mon exposé. Deux grandes étapes dans cet exposé. La première, colonisation, langue, plurilinguisme en Afrique. Et la deuxième étape, le français sur les territoires multilingues d'Afrique au sud du Sahara. Vous savez que la colonisation a commencé à la fin du 19e siècle, où tous les pays colonisateurs ont commencé de manière désordonnée à s'emparer des territoires en Afrique, et qu'à un moment donné, il a fallu mettre de l'ordre dans tout cela pour que ce ne soit pas la jungle. Il y a eu donc ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, du 15 novembre 1984 au 26 février 1985, qui a quand même duré des mois. Ce n'est pas cette conférence, comme on le voit dans cette citation, ce n'est pas cette conférence qui va faire débuter la colonisation de l'Afrique. Elle se fait au moment où l'Afrique est déjà en train d'être colonisée. À l'annonce de cette conférence, la ruée s'intensifia. Initialement, le partage de l'Afrique ne faisait pas partie des objectifs de cette conférence. Elle aboutit pourtant à répartir des territoires. Il faudrait souligner que la conférence ne fut pas à l'origine du partage de l'Afrique. Elle ne fit qu'établir certaines règles qui entérinèrent un processus déjà engagé. À la suite de cette conférence, nous avons en 1914 cette carte qui nous montre bien comment cette Afrique a été partagée entre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.
si vous arriviez après ces colonisateurs, vous n'aviez plus de place. Il fallait arriver avant. La colonisation de l'Afrique et les territoires en 1945. On voit cette carte qui montre les différentes propriétés avec ces mêmes États dont je viens de parler. Vous avez cette autre carte qui vous permet de visualiser les différents pays issus de ce partage de l'Afrique. Évidemment, vous avez le Burkina Faso qui est ici, avec ces deux pays voisins, le Mali et le Niger, qui, depuis le 6 juillet, ont signé un traité de confédération. Donc, c'est une confédération qui s'appelle AES, Alliance des États du Sahel. Et la prochaine étape, c'est la fédération. Vous avez la Côte d'Ivoire, qui est juste là, dont on va parler à propos du français. Vous avez le Cameroun, je ne le vois pas. Je n'arrive pas, non, je n'arrive pas à glisser. Je n'arrive pas à glisser. À côté du Nigeria. Ensuite, vous avez bien sûr le Sénégal. Je montre le Sénégal parce qu'il y a Mariama qui est là et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et le Cameroun, je vais montrer parce qu'il y a Ariane qui est là et vous comprendrez aussi tout à l'heure pourquoi. Mais avant l'arrivée des colonisateurs, les langues et cultures africaines existaient, bien évidemment. Vous avez ici une carte qui vous montre un peu les grandes familles de langues avant l'arrivée des colonisateurs. On voit quand même qu'il y a une forme d'homogénéité dans ces grandes familles de langues. Et ce qui va m'intéresser, ce sont deux grandes familles de langues qui vont concerner la partie francophone de l'Afrique. Avec cette carte, on voit mieux ce que j'aimerais montrer. Vous avez toute cette bande ici, qui est la grande famille nigéro-congolaise, et une autre bande, là, la famille nigéro-congolaise B. Et les pays francophones qui m'intéressent sont à peu près là. Donc il y a une forme d'homogénéité en matière de famille de langues, de culture, de vision du monde, de représentation du monde. Et c'est très important pour comprendre, entre autres, pourquoi aujourd'hui toutes ces expressions du français langue africaine présentent une forme d'intercompréhension pour les Africains qui habitent dans tous ces pays francophones. Que je sois du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, je peux comprendre beaucoup plus facilement ces expressions du français, langue étrangère. C'est une des raisons. La principale d'ailleurs, je dirais. Et voici ensuite la carte linguistique, on va dire, après la colonisation. Avec donc en bleu l'espace qui m'intéresse, ici l'espace francophone. Quand on parle de l'espace francophone, on parle d'un certain nombre de pays, d'États africains, où le français est une langue officielle. Soit la seule langue officielle, soit une des langues officielles. Vous avez ces États-là représentés sur la carte. Pour parler de francophonie, l'OIF, les derniers chiffres de l'OIF, font état de 321 millions de locuteurs de français dans le monde. Et plus de 60% de locuteurs qui résident sur le continent africain. Ce n'est pas négligeable. Je vous lis cette citation de ce site Statista que j'ai trouvé très intéressante. En 2021, une enquête a été réalisée afin de déterminer quelle part de la population est francophone dans 15 pays d'Afrique.
Dans plusieurs pays comme le Congo, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun ou encore le Gabon, presque 90% de la population déclarait être francophone. Ça ne veut pas dire qu'ils sont francophones. Ils déclarent être francophones. A contrario, au Burkina Faso et au Sénégal, des pays pourtant réputés francophones, moins de 60% de la population déclarait parler français. Voici une autre carte qui nous montre le pourcentage de la part des francophones sur la population dans une sélection de pays d'Afrique en 2022. Vous voyez que le pays qui se taille la part du lion, j'ai envie de dire, c'est le Gabon avec 65%, la RDC 51%. Et si vous regardez des pays comme le Mali et le Niger, vous n'avez pas les chiffres du Burkina Faso, mais c'est compris entre 21 et 40%. Le Mali 17% et le Niger 13%. Donc c'est assez déséquilibré ce caractère de francophone. Merci. Je vais m'intéresser maintenant au multilinguisme, au plurilinguisme, à l'interculturalité en Afrique francophone. Le français est arrivé sur un espace éminemment multilingue. Quand je parle de multilinguisme, je parle de la coexistence de plusieurs langues sur un même territoire. Et quand je parlerai de plurilinguisme, je parlerai de la capacité, ou du moins de la qualité de locuteurs, locutrices qui ont plusieurs langues dans leur répertoire linguistique, qui parlent plusieurs langues. Nous avons donc les deux sur ces territoires de francophones. Dans cette Afrique francophone, le nombre de langues varie de 60, comme au Burkina Faso en Côte d'Ivoire, à 230 en République démocratique du Congo, par exemple. Avec deux grandes familles de langues que nous avons vues tout à l'heure sur la carte multicolore. Ce sont des langues et pas des dialectes. Très important. J'ai des souvenirs assez amusants quand je suis arrivé en France et que je disais que je venais, je n'ai pas besoin de dire que je venais d'Afrique, on le savait. On me disait, mais en Afrique, qu'est-ce que vous parlez comme dialecte? J'ai dit, je ne parle aucun dialecte africain, je parle des langues africaines. Parce qu'il n'y a pas d'intercompréhension entre toutes ces langues, malgré leur nom. Bien sûr, il y a des variétés dialectales dans chacune des langues, comme il y a des variétés dialectales dans toutes les langues. Mais ces chiffres qu'on donne, ce sont des chiffres qui ont été le résultat de recherches de linguistes qui ne sont peut-être pas d'accord à 2 ou 3 langues près, mais ce sont des langues, pas des dialectes. Ce sont des langues qui correspondent à des cultures. Des cultures parce que vous conviendrez avec moi qu'une langue, ce n'est pas un simple instrument de communication. Une langue, c'est d'abord essentiellement quelque chose qui permet de construire son identité au sein d'une communauté culturelle. Donc ce sont des langues culture. C'est pour ça que je parle de langue culture. Il y a bien sûr dans chaque État des langues majoritaires et des langues minoritaires. Au Burkina Faso, par exemple, vous avez 3 langues qui représentent la totalité du territoire, Moré, Joula, Fulfulde. On peut arriver à faire la même chose dans beaucoup de pays africains francophones. Ces États multilingues, en tout cas contemporains, dans ces États multilingues contemporains, la règle, je dirais, c'est la mixité et pas l'homogénéité. C'est le métissage et pas l'homogénéité, parce qu'il y a beaucoup, pour différentes raisons, il y a beaucoup de mélange entre les différentes langues culturelles. Et donc, ce qui produit à l'échelle de la société un phénomène qu'on appelle l'interculturalité. Pour prendre l'exemple de ma famille, mon papa était du sud-ouest du Burkina Faso, d'une culture qui était entre le Burkina et le Ghana. Ma maman était du côté de la Côte d'Ivoire,
entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire deux cultures totalement différentes, deux religions totalement différentes. L'animisme du côté de mon papa, c'est-à-dire les religions traditionnelles africaines, et l'islam du côté de ma maman. Nous avons vécu dans une famille où nous avons appris simultanément trois langues et où nous naviguions entre, du côté de mon papa et du côté de ma maman, entre deux religions différentes, et mes parents étaient catholiques. Donc, c'est une situation qui est régulière en Afrique. L'homogénéité devient une denrée rare de ce point de vue, et pour moi, c'est tant mieux. Le plurilinguisme, c'est un phénomène qu'on retrouve essentiellement dans les grandes villes pour beaucoup de pays. On devine pourquoi. Beaucoup de villages sont plutôt monolingues. Quand on parle de langue en Afrique, on parle de culture, mais on parle également de religion. Parce que ce sont des territoires, on le verra dans certaines expressions, ce sont des territoires dans lesquels l'athéisme n'existe pas en tant que tel. Dans ces communautés traditionnelles, l'athéisme n'existe pas. L'athéisme est venu après comme construction intellectuelle venue d'ailleurs. Ce sont généralement des communautés linguistiques qui sont attachées d'une manière ou d'une autre à la terre et attachées d'une manière ou d'une autre à un être supérieur avec un nom au singulier, pas au pluriel. Dans beaucoup de cultures, de langues au Burkina Faso, le mot Dieu n'a pas de pluriel. Donc, ça veut dire que dans ces sociétés, on accordait une importance capitale à cet être surnaturel. Un autre phénomène qui concerne ces territoires multilingues africains francophones, ce sont les langues transfrontalières. Il y a beaucoup de langues transfrontalières. On comprend que cela vient du découpage artificiel de la colonisation, mais pas seulement. Le Djoula, je donne quelques exemples, qu'on appelle également Mandinka, Malinki ou Bambara, le Fulfulde, le Lingala, le Swahili, le Gourmanchi, le Yoruba, le Dagara, le Sémifo, etc. sont des langues transfrontalières. Ce qui peut aussi expliquer l'intercompréhension dont je parlais tout à l'heure pour les variétés de français. En parlant de francophonie, et ce sera la dernière chose que je vais dire sur cette première partie de mon exposé, vous avez cette citation d'un ouvrage intitulé « L'avenir du français 2008 » qui attire notre attention sur le fait que l'avenir de la langue française se trouve peut-être sur ces territoires. Quel que soit le scénario retenu, l'Afrique voit son poids démographique augmenter. On peut s'attendre à y trouver près de 84% des locuteurs du français en 2050. Et 2050, c'est demain. Soit plus d'un demi-milliard des 680 millions de francophones de la planète. Et regardez, à la fin, 9 francophones de 15 à 29 ans sur 10 pourraient, conditionnel, provenir de l'Afrique en 2050. Je passe à la deuxième partie de cet exposé, le français sur les territoires multilingues d'Afrique au sud du Sahara. Le français qui a été imposé va être imposé jusqu'après le départ officiel du colonisateur. Je vais parler ici de diglossie et de planification linguistique. La diglossie en sociolinguistique, pour aller vite, sert à désigner une situation sociolinguistique où on a plusieurs langues en concurrence, plusieurs langues ou variétés langagières en concurrence. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le français et les langues d'origine africaine. Il y a une concurrence. Dans cette concurrence, cette concurrence devient conflictuelle, dans la mesure où il y a une variété qui l'emporte à tout point de vue sur l'autre variété ou les autres variétés. En tout cas, c'est vrai pour le français dans ces états.
puisque même après le départ du colonisateur, le français est resté souvent seule langue officielle dans ces États, parfois une des langues officielles. Vous avez ici un État que j'ai pris de Alaoui 2001 et que j'ai complété en jaune parce qu'il y a des situations qui évoluent. Le Burkina Faso et le Mali, très récemment, ont décidé de réadapter cette concurrence à la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que dire que la langue française est la langue officielle dans des pays où très peu de gens sont scolarisés, ça pose problème. Le Mali et le Burkina Faso ont décidé de faire du français une langue de travail, ce qui est la réalité. C'est la langue de travail, la langue des documents administratifs, la langue de la justice, etc. Mais dans la vie, en dehors de l'administration, ça se passe plutôt dans les langues d'origine africaine. Donc, ce n'est pas rejeter la langue française, parce que j'entends ça régulièrement. Le Burkina Faso a décidé de rejeter la langue française. Pas du tout. On ne peut pas. Et ce serait absurde de rejeter la langue française. Par contre, dire ce qu'elle est réellement, langue de travail, je ne trouve pas ça absurde. Le Mali a décidé que ce serait le français langue de travail. Au Burkina Faso, c'est le français et l'anglais qui deviennent tous les deux langues de travail. Au Burkina Faso, les autres langues qu'on appelle des langues nationales. Donc, quand on dit langue nationale en Afrique, c'est généralement par rapport au français, langue officielle. Langue nationale, ce sont toutes les autres langues d'origine africaine. Et au Burkina Faso, la procédure est en cours pour rendre certaines langues nationales officielles. C'est-à-dire que ces langues vont être intégrées dans la scolarisation pour pouvoir être intégrées dans l'administration interne. Donc, en parlant du diglossie, j'ai parlé en même temps de la question de la politique linguistique et de la planification linguistique. Un des problèmes que rencontrent ces États francophones, avec ce multilinguisme qui est très vivant, c'est de trouver un équilibre entre cette nouvelle langue qui a son utilité, le français, depuis le 19e siècle, et les autres langues très nombreuses qui sont vitales pour la population. Je vais m'intéresser maintenant aux variétés de français qui coexistent en Afrique francophone. Je vais commencer par ce premier point. La langue, est-ce un bien propre à un pays, à une institution, aussi prestigieuse soit-elle? Est-ce un bien propre exclusif? Si je me situe sur le plan sociolinguistique, je dirais que à partir du moment où une langue implique nécessairement une appropriation, puisqu'elle ne sert pas seulement à communiquer, elle sert à constituer une identité, elle sert à transmettre des valeurs, elle sert à transmettre une culture. Donc il y a appropriation socio-linguistique. Cela voudrait dire que la langue n'appartient pas à un pays, mais la langue appartient à une communauté linguistique, aux individus, aux locuteurs ou locutrices qui se l'approprient. La langue, il ne faut pas l'oublier, c'est un phénomène naturel. Personne n'a le monopole sur la langue. Quand on essaie de faire évoluer une langue, on se rend compte qu'une langue n'est pas artificielle. Ce n'est pas parce qu'on a décidé que désormais ce sera comme ça que ça marchera. On en sait quelque chose en France avec ce qu'on appelait les tolérances orthographiques, une loi qui date de 1990 qui permet, depuis 1990, d'écrire certains mots d'une manière différente. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de Français ne savent pas que cette loi existe et qu'elle fait loi. Donc, c'est un phénomène naturel qui est soumis à la loi inéluctable de la mutabilité, mais ce changement se fait sur un temps long.
nous n'allons pas voir le résultat de ces changements. Nous n'en voyons que quelques indices, et c'est peut-être ce qui perturbe beaucoup. Sur un temps long, et sous la pression des locuteurs, non pas des institutions, grâce à la diversité des usages qui peuvent être plus ou moins conscientes. Les langues n'existent vraiment qu'en discours. Quand je dis cela en linguistique, on distingue la langue comme système abstrait, et la langue comme réalisation concrète par un locuteur ou une locutrice, ce que j'appelle discours. Si je vous demande de me montrer la langue française, ce sera mission impossible, même si je sais qu'elle existe. Et pourtant, il suffit d'entendre quelqu'un parler, de lire un texte pour découvrir ce qu'on appelle le français. Donc la langue n'existe que dans les usages. Si la langue n'existe que dans les usages du français en Afrique, pourquoi ne pas les appeler français langue africaine? Ce n'est pas une question d'idéologie. Cette expression français langue africaine est polysémique, donc à plusieurs sens. Je m'intéresse à deux de ces sens. Le français langue africaine, pour moi, ça peut désigner l'hétérogénéité des usages du français en Afrique. C'est ainsi qu'on peut parler du français au Togo, du français au Gabon, du français au Cameroun, etc. Et tout ça, c'est le français langue africaine. Mais le français langue africaine, pour moi, c'est également ce qu'on peut appeler, en empruntant une expression qu'on doit à une éminente sociolinguistique, Françoise Gadet, français ordinaire. Elle a parlé du français ordinaire de France. On peut dire la même chose à propos du français ordinaire d'Afrique. C'est-à-dire, quand on regarde les différentes variétés, au-delà des frontières dont on sait qu'elles sont artificielles, il y a des dénominateurs communs à toutes ces variétés nationales. Et c'est ce qu'une autre sociolinguiste, Prinitz, appelle la manière locale de parler quand on ne prête pas d'attention spéciale à ce qu'on dit. J'aime bien cette définition. La manière locale de parler quand on ne prête pas d'attention spéciale à ce qu'on dit. Français ordinaire d'Afrique. On peut s'intéresser maintenant à ce que j'appelle la catégorisation de variétés de français en Afrique francophone, quels que soient les pays, puisque nous avons la même histoire coloniale, la même imposition de la langue française comme parfois seule langue de scolarisation, depuis l'enfance jusqu'à l'université, on peut s'attendre à trouver des variétés similaires. C'est ainsi que les chercheurs en sociolinguistique distinguent 3 niveaux de français. Ne vous arrêtez pas au métalangage ici, acrolectal, mésolectal, basilectal. C'est très facile à comprendre. Le niveau acrolectal, c'est ce qu'on appelle le français des élites. On va dire que c'est le niveau standard acquis lors des études supérieures. Et c'est très proche de la variété hexagonale. Très proche, pas identique. Même avec ce français des élites, vous verrez que ce ne sont pas des intrusions, c'est normal. Il y a toujours cette manière locale de s'exprimer qui va transparaître à travers ce français des élites. Il y a ensuite le niveau mésolectal. Ce niveau mésolectal, caractérisé par un usage entaché de ce qu'on appelle régionalisme, avec une norme locale implicite. Ça correspond à peu près au niveau d'études du secondaire, des lycées et collèges. C'est le français dit des lettrés. Vous voyez qu'on distingue les élites d'une part et les lettrés d'autre part. Il faut savoir que le système scolaire dans ces États africains francophones, d'une manière générale, est très, très élitiste. Quand je dis élitiste, je devrais dire très sélectif. C'est-à-dire que vous avez beaucoup
d'élèves qui entrent au CP et qui ne finiront pas leur école primaire, qui sont éjectés du système avant la fin de leur école primaire. Vous en avez beaucoup qui sont éjectés du collège avant l'obtention du brevet. Et vous en avez encore énormément qui sont éjectés du système avant l'obtention du bac. Ce qui fait que on a, parmi ces élèves, on a des locuteurs et locutrices de la langue française qui ne vont pas avoir pour norme la norme académique, la norme standard, mais une norme locale, une norme endogène. Et on retrouvera ça dans les expressions dont on va parler tout à l'heure. Ce français de niveau mésolectal, si vous n'êtes pas africain ou africaine, si vous n'avez pas vécu en Afrique, vous aurez déjà un peu de mal à le comprendre. Et puis vous avez le niveau basilectal, qui est caractérisé par ces écarts par rapport à la norme académique. Autrement dit, dans ce niveau, il n'y a pratiquement que des infractions. Et puis une simplification. L'essentiel étant d'arriver à communiquer, pas à parler une langue correcte, mais à communiquer. Et souvent, ce sont des locuteurs-locutrices qui ont appris ce français, comme on dit, sur le tas, pas à l'école. Et c'est ce qui est aussi, c'est quelque chose qui caractérise ces États francophones, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir se débrouiller en français. Il suffit d'être dans une forme d'immersion, comme vous l'êtes ici à Middlebury, d'être dans une forme d'immersion sans cours. Vous ne faites que des ateliers. Et après, vous communiquez, vous communiquez, vous communiquez. Voilà pour ces trois niveaux. Alors, pour le niveau basilectal, je peux vous assurer, on écoutera un extrait tout à l'heure, il faut vous accrocher. Il y a une continuité. Ce qui est important de ces niveaux, c'est que les frontières ne sont pas étanches. C'est pour les besoins de l'analyse qu'on distingue. Il y a une continuité. Il y a surtout une intercompréhension. Mais cette intercompréhension, vous l'imaginez, ça va de haut en bas. Pas du bas vers le haut. C'est à sens unique. À partir de ces trois variétés, que je récapitule ici, on peut distinguer le français standard, qui serait la variété acrolectale. On aurait ce qu'on appelle le français populaire d'Afrique. Alors on peut dire français populaire ivoirien, français populaire burkinabé, français populaire camerounais. En règle générale, c'est la variété basilectale. Et puis au milieu, vous avez ce que on appelle souvent le français africain. Parce que quand on vous dit le français africain, ce n'est certainement pas le français standard. Souvent, c'est le français populaire. Pour beaucoup de gens, le français africain, c'est le français populaire. Mais le français africain, pour moi, dans cette analyse, c'est ce que j'appelle le français ordinaire d'Afrique. Et ce français ordinaire d'Afrique, il est parlé par tout le monde localement. Il est parlé aussi bien par les élites, qui maîtrisent le français standard, par ceux qui ont appris le français sur le temps, et puis par ceux qui ont été plus ou moins scolarisés et qui ne sont plus dans le système. Donc finalement, c'est un facteur unifiant, ce français ordinaire d'Afrique. Je vais vous faire écouter un petit passage de variété basilectale, donc la variété des non-lettrés. J'espère que ça va marcher. Ah oui, c'est vous-même. Voilà. Ça va. Bien, c'est Aladi. Aladi Ahmed. Voilà. Président secrétaire général. Voilà. Fondateur propriétaire. Voilà, lui-même. Oui. Et il y a un affaire utilisable. Et les nouveaux motos là. Ouais, les nouveaux motos là. Les cratères là, oui. Allô. Hein? Ah bon, voilà. Les tracteurs là. Voilà. Et il y en a encore là-bas. Oui, j'avais deux. Oui, oui, j'avais un pour ma garçon là, oui. Avec un pour mon fille là, voilà.
Ben, bon, demain matin, 8 h. Voilà, 8 h. Il faut mener les deux motos là ici. Non, j'ai payé cash comme les boutiques, quoi. Voilà. Joute. Bon, à demain, 8 h pile. Alors, là vous avez la variété acolectale, la variété de l'élite. J'ai choisi, vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et plus que aimer beaucoup. C'est un discours de l'ancien président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara. Le micro, pardon. Désolé, j'avais oublié. C'est un discours de l'ancien président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, le 4 août 1986. C'est son dernier discours qu'il va prononcer avant d'être assassiné. Et il fait un bilan de la révolution qu'il a commencé en 1983. Et c'est quelqu'un qui a une rhétorique incroyable, qui est restée dans les annales, mais il n'est pas connu seulement par sa rhétorique, il est connu avant tout pour son action politique, économique et culturelle. Et voici ce qu'il dit. Le 4 août, notre peuple danse au rythme de cette transformation, à la cadence de ses efforts. C'est la confiance en soi qui nous a permis de prouver que ce n'est pas du nombre de médecins dont on dispose dans un pays que dépend la réussite d'une opération commando, qui consistait à faire une action de santé publique assez impressionnante, qui nous a permis de prouver que ce n'est pas à coup de milliards de dépenses que l'on porte le taux d'alphabétisation de 16 à 22% en moins de 3 ans. C'est ce qu'il aura fait. Qui permet à la révolution démocratique et populaire de réussir à couvrir chaque année 8300 hectares de sites anti-érosifs contre 1338 hectares par an de 1960 à 1983. Je m'arrête là. Vous avez vu une variété acro-lectale très proche du français standard. Pour la variété mésolectale, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que ce que nous allons voir, justement, les expressions que nous allons voir relèvent de cette variété mésolectale. Je vais vous faire écouter plutôt un extrait d'un téléfilm ivoirien pour que vous voyez un peu le français ordinaire à l'œuvre. Le français ordinaire d'Afrique, bien sûr. Tu vas maintenant, hein? Faut me l'appeler là-bas. Tu penses que je suis paresseuse comme toi? Ton fils est descendu. Non, pas encore. Bon, va lui dire que je suis arrivée. Bonjour, Mila. Bonjour. Et ton père? Il est là, mais il est encore couché. Ah, Dieu merci. Je peux avoir l'argent pour le pain et le lait. Kenny. Kenny. Oui. Tiens, tu vas acheter le pain et le lait. Attends, quand tu me prends encore ce matin, Attends, toi, tu pensais que j'allais me taper tout ce boulot seul? Tu vas m'acheter le pain et le lait et après tu viens faire la vaisselle. attends, tu dis quoi? Tu me vois en Marie là ce matin ou bien? C'est pas que c'est une garçon qui n'a pas de toi bien. Marie-là est petit. Donc le garçon n'a pas d'estomac. Tu ne manges pas. Va acheter le pain là-bas. Et puis on retourne, tu vas aller au marché. C'est trop.
Boubou, qu'est-ce que tu tiens en main? C'est un cahier. Mon fils a compris maintenant. Ah, tu as décidé d'aller à l'école. Eh, mamie, ça c'est pas un cahier d'école, hein. Ça c'est un cahier d'affaires, business. Oh, quelles bonnes affaires vous faites dans cette maison-là. Hein? Si c'est pas pour m'amener les femmes sans cervelle. Tu ris pourquoi? Non, mamie, excuse-moi. Mais je savais pas que la cervelle de la patronne de TSO était tombée aussi, quoi. Parce que toi, tu crois qu'elle a quelque chose dans la tête, celle-là? Absolument rien. Si c'est pas mon fils qui n'a rien à faire, qui la garde ici comme femme. Va lui dire que je suis là. Ce matin-là, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord. Amma! Amma! Oui, c'est qui? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Je n'ai pas crié ton nom. Tu as crié mon nom? Et d'ailleurs, tu sais pourquoi je crie ton nom. Donne-moi mes ustensiles de cuisine. Toi, tu n'as pas honte. Toi, tu voles les plans de Mélie cassés pour vendre ton aloco, ton akoumé. C'est toi qui viens encore chez moi ici crier mon nom matériel quoi? Ne m'insulte pas, hein. Babazumolo, Babazum courant, il y a une fiancio. Et pour la dernière fois, je te répète que je n'ai jamais pris tes morceaux de planche, quoi que ce soit. Hein? La dernière fois que tu avais demandé là, les gens ne t'ont pas dit que ce sont les jeunes du quartier qui ont ramassé cette soi-disant bon là pour aller barrer les routes afin de pouvoir jouer au football. Donc, c'est pour ça que tu parles en togolais là. Tu m'incites en togolais pourquoi? Et puis après, Il faut parler en français. Ça, c'est même les gens du quartier qui sont venus me dire que c'est toi qui voles mes différents lits cassés pour faire ton aloco et ton akoumé. Tu as fait du commerce, achète un sac de charbon, c'est quoi? Comment ça s'est forcé? Qui sont ça? Mais il n'y a personne? Ah, c'est l'autre portail. C'est pourquoi j'ai demandé au patron de supprimer l'autre sonnerie là. Je veux là, ce sont mes casseroles et mes louches, il faut me les rendre. Madame Photo, tu es partie pour bien, tu les auras. D'accord, c'est ce qu'on va voir. On va voir quoi? C'est ce qu'on va voir. Je sais où me plaindre. Quand tu plains où tu veux, regarde ça là aussi. Toi, ta mort n'est pas loin. Et puis attends, j'ai vous dire dans le quartier ici, je suis fatiguée. Hein. Je n'ai plus de mari, donc arrêtez de me fatiguer comme ça, modèle comme ça. Je peux rester chez toi. Qui te fatigue? Qui te fatigue ici là? Qui te fatigue? Yeah. Oh mon Dieu, mon Dieu. 500 000. $2 500 000. C'est qu'il va toujours être misérable. Et bon, monsieur le maire, il va me donner une rue. Pour une première fois, ce favori de Diba allait enlever sa bouche chez moi. Ça, j'ai cotisé ça fera. Quel jour ça sera 100 000 pour raison de 2 500 000. Laissez pas. Ah, le coq! On ne parle de nous, on voit ses dents pourries. On y va. Après ce geste, ça c'est un peu. Faut pas venir me provoquer maintenant. Te provoquer? Tu te prends de maison en maison traîner mon nom, t'as dit je suis pas au courant. Si tu veux t'adresser à moi, viens comme tu l'as fait aujourd'hui, tu as peur de mon bien. Madame, laisse-moi te dire que si tout le quartier ne fait que parler de toi, ça dépend de ton comportement. Ok? Je me comporte comment? Hé, réponds-moi. C'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton piment. Ce n'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton piment. Puisque c'est toi qui dis que je me comporte mal, donc apprends-moi. Écoute-moi, Ama, tout ce que je veux là, ce sont mes ustensiles de cuisine. Parce qu'il y a longtemps que je t'ai déjà répété que je n'ai jamais pris tes bois. Tout ce que je sais, tu es une voleuse. Je ne vais jamais te remettre tes ustensiles. Je sais où me plaindre. Je sais où on va se trouver. Mais va te plaindre où tu veux. Regarde-moi celle-là. On t'a dit j'ai pas de... Vous avez donc ici l'illustration de ce que j'appelle plus ou moins le français ordinaire d'Afrique. Nous passons maintenant à quelques expressions qu'on peut entendre ça et là
et que j'ai essayé plus ou moins de catégoriser. Je vous ai dit, c'est une analyse impressionniste. Donc, ça reste évidemment à affiner. Mais c'est une première approche. Vous avez des expressions de ce français ordinaire d'Afrique qui reposent sur des images, des comparaisons, des métaphores. Et les langues africaines sont des langues qui fonctionnent énormément avec des images, des métaphores, des comparaisons. Où on parle toujours du concret pour aller vers l'abstrait. Et vous avez quelques-unes de ces expressions. Vous avez entendu tout à l'heure manger son piment dans la bouche de quelqu'un. J'imagine que vous avez compris de quoi il s'agit. Oui, à peu près. On verra dans la discussion. L'eau est montée sur le pont. Oui, on pourrait dire que quelquefois, quand on va à deux frères, l'eau peut monter sur le pont. Taper d'eau, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Taper d'eau, taper dans le dos de quelqu'un, vous imaginez aussi facilement. Ça veut dire tromper quelqu'un. Et ça peut même aller jusqu'à cocufier quelqu'un. Quelques expressions que j'ai caractérisées d'idiomatiques. Quand vous entendez « Ah, vraiment, il est garçon » ou bien « Ah, vraiment, elle est garçon », c'est valable pour tout le monde. Elle est garçon. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si vous ne savez pas, vous me poserez la question pendant l'échange. Être garçon, c'est quelqu'un qui assure. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire assurer? C'est quelqu'un qui, dans une situation très difficile, très compliquée, est vraiment plus ou moins le seul qui peut permettre de s'en sortir parce qu'il a beaucoup de courage, il ose et il est enviable. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Casser les papeaux. Casser les papeaux, être un casseur de papeaux, ça peut être casse-couille, mais pas nécessairement. Le canard enchaîné est un casseur de papeaux. Pour ceux qui connaissent le canard enchaîné en France. C'est-à-dire, celui qui casse les papeaux, c'est celui qui va révéler des choses cachées au grand public. Casser les papeaux. Vous connaissez évidemment les deux dernières expressions, vous les avez souvent entendues, j'imagine. Allons seulement. Non, allons seulement. C'est une expression qui passe partout. Il y a beaucoup de ces expressions sont polysémiques, comme d'ailleurs beaucoup de mots dans les langues. Mais allons seulement, on le dit généralement pour dire trêve de discussion, arrêtons les discussions, avançons quand même malgré tout. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose dans la discussion, vous pouvez dire gentiment, allons seulement. Allons seulement. Tu crois que tu as raison? Moi, je pense que j'ai raison. C'est pas grave. Allons seulement. Et puis, on est ensemble. Évidemment, on est ensemble, c'est quelque chose qu'on dit très souvent dans ces États africains francophones. Souvent, c'est pour dire que on reste solidaire d'une certaine manière. Et même quand on se quitte, au moment de se quitter, on dit on est ensemble. On se quitte, mais on est ensemble. Voilà. Puis ça peut aller, il peut avoir d'autres sens. Il y a des traductions littérales, bien sûr, des traductions littérales de langue d'origine africaine. Quand je dis par exemple attraper son cœur, je dis à quelqu'un attrape ton cœur. Attrape ton cœur, ça veut dire calme-toi. Calme-toi. Que la personne soit en colère ou que la personne, c'est surtout la colère en fait. Quand vous êtes très en colère, on dit mon frère, attrape ton cœur. Alors, avoir le goumen, ça vient de la Côte d'Ivoire, c'est avoir du chagrin. C'est un emprunt, avoir le goumen. Yako, c'est un emprunt aussi qu'on retrouve un peu partout. Yako, c'est un message de compassion. Vous dites à quelqu'un qui a eu des difficultés, un deuil, etc. Yako.
Et on peut dire, on va lui présenter nos Yako. Il y a beaucoup d'expressions théophores aussi en Afrique, des expressions qui portent Dieu. Je vous ai dit que les langues et cultures africaines sont très ancrées dans les religions. On dit très souvent, il y a Dieu dedans. Et vous entendez ça d'ailleurs dans les chansons populaires, il y a Dieu dedans. Quand on dit il y a Dieu dedans, c'est la conviction que tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on vit, il y a un être supérieur qui est là et qui est rassurant. Et quand vous réussissez quelque chose, vous ne vous attribuez pas de mérite avant tout, même si c'est grâce à vos efforts que vous avez réussi, vous avez dit il y a Dieu dedans. C'est pour ça que ça marche. Ou alors c'est Dieu qui fait notre palabre. Ça c'est quand vous êtes dans l'adversité et que vous pouvez sentir, c'est un des sens, je vous ai dit c'est policier. Vous êtes dans l'adversité et que vous sentez que de l'autre côté, il y a plus de force que chez vous. De toute façon, c'est Dieu qui fait notre palabre. Je ne m'inquiète pas. C'est lui qui va parler à ma place. Moi, je fais ce que je peux, mais c'est lui qui gérera. C'est à peu près la même chose que Dieu est au contrôle. Vous savez, comme si c'était au contrôle d'une voiture. Moi, je fais tout ce que je peux, mais au-delà, c'est lui qui est au contrôle. Vous avez la fameuse expression, évidemment, tu vas lire l'heure. Si je ne me trompe pas, elle est d'origine camerounaise. Et parfois, on dit d'ailleurs, j'aime bien cette expression, tu vas lire l'heure sous les cocotiers. Vous voyez que j'ai marqué l'expression énigmatique parce que jusqu'à présent, j'ai regardé un peu partout, je n'ai pas trouvé l'origine exacte de cette expression, tu vas lire l'heure. On sait tout simplement que c'est du futur proche. Tu vas lire l'heure. C'est pas tu liras l'heure. Tu liras l'heure, ça ne marche pas. Il faut que ça soit tu vas lire l'heure. Et cette expression qui a plusieurs sens aussi, bien sûr, en règle générale, est utilisée comme une sorte de... comme si vous préveniez quelqu'un que s'il continue, s'il persiste dans ce qu'il est en train de faire, il va en récolter les pots cassés, il va pédaler dans la choucroute, ça aussi, ou il va s'enliser. Donc c'est une forme de menace. Tu vas lire l'heure. Continue, tu vas voir, tu vas lire l'heure. Après, dans la discussion, ceux et celles qui connaissent cette expression pourront donner d'autres contextes également. Et peut-être dans la discussion, je reviendrai sur un exemple. Et puis, une expression que j'adore ici, c'est l'expression se sahéliser, qui est une création. Une création que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux et qui repose sur l'actualité politique. Tout le monde connaît le Sahel ici. Je suis sahélien. C'est une bande qui traverse, qui est en dessous du Sahara, avant la zone soudanaise, et le Mali, une bonne partie du Mali, une bonne partie du Burkina Faso, du Niger font partie du Sahel. Et ce sahélisé, je vous lis la définition, puisque c'est quelqu'un qui l'a créé, ce n'est pas encore, j'espère que ce mot va avoir une longue vie. Ce sahélisé, c'est prendre conscience et se démarquer des autres par son courage, sa décision d'être totalement libre et indépendant vis-à-vis des puissances prédatrices, coloniales, impérialistes et néocoloniales. Donc, voilà, sahélisé, je lui souhaite longue vie. Devant ces maïs où il n'y a rien en face, ce sont des expressions qui viennent de Côte d'Ivoire, je crois, et qui ont été utilisées pour l'ancien président Laurent Gbagbo par ses supporters politiques, qui lui disaient, devant ces maïs, devant il n'y a rien, ça veut dire que il n'y a personne qui peut lui faire la concurrence, s'opposer à lui valablement. Il n'y a rien en face. Devant c'est maïs, devant c'est facile, etc. Voilà donc ces quelques expressions et je remercie Ariane qui m'a donné quelques expressions du français ordinaire du Cameroun. J'aime bien la bière qui transpire. C'est beau lait, c'est fini.
C'est ma personne, on comprendrait ça très facilement n'importe où au Burkina Faso. Je remercie également Mariama qui m'a donné quelques expressions du français ordinaire du Sénégal. Moi j'aime bien les deux derrière. Il est nombreux dans sa tête. Je trouve ça très expressif. Il est nombreux dans sa tête. Moi-même, ça m'arrive parfois d'être nombreux dans ma tête. Donc je comprends parfaitement. Et puis, la dernière qu'on ne voit pas bien, que j'adore, terminus de l'œil. Terminus de l'œil, c'est du jamais vu. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous dites là, c'est terminus de l'œil. Je remercie également Serena qui m'a proposé des expressions. Je pense qu'elle a fait exprès de ne pas me donner les significations pour que vous puissiez après discuter avec elle. Donc n'hésitez pas à aller voir Serena si vous voulez comprendre un certain nombre de choses. Attends, Pascal, on a Pardon, pas le temps de dire. pardon. Je vais revenir en arrière si j'arrive. C'était celle de Selena. Et tu dis que quoi? Ça me fait penser à tu dis quoi? Vous rencontrez quelqu'un, vous retrouvez, tu dis quoi? Tu dis quoi? Bah, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Ah, les temps sont bien. Ça va? Ouais. L'avenir du français, langue africaine, est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça va devenir? Nous allons écouter et voir en même temps cette vidéo. Cette chanteuse, elle ne chante pas en français. Si le français est devenu une langue algérienne, une langue sénégalaise, cette langue est à ces populations, elles en font bien ce qu'elles en veulent. Connaissez-vous le nouchi? Ces mots sont issus d'un argot d'Abidjan très répandu en Côte d'Ivoire. Et à force d'être utilisés, certains sont entrés dans le Petit Robert en 2017. L'aboutissement d'un long processus d'hybridation de la langue, où le parler africain du français finit par enrichir le français parlé en France. Alors, l'avenir du français est-il en Afrique? Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 321 millions de locuteurs selon la dernière estimation de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur ces 321 millions de francophones, seulement 68 millions sont français, c'est-à-dire 2 personnes sur 10. Cette carte représente l'usage du français dans le monde. L'Afrique subsaharienne abrite 47% des francophones, tandis que le Maghreb et le Proche-Orient, 15%. Additionnés, ces régions du monde abritent donc plus de 62% des francophones dans le monde. Et cette dynamique n'est pas près de s'arrêter. Ce graphique montre la croissance de la francophonie par continent. On voit que l'Afrique subsaharienne surpasse largement les autres continents. Selon l'OIF, d'ici 2050, 85% des francophones seront africains. La première explication tient à la démographie. Dans tous ces pays d'Afrique, le français est une ou la seule langue officielle. Or, il s'agit de pays où la natalité est élevée. Et dans beaucoup de cas, le français est la langue de scolarisation des enfants, ce qui explique son développement. Mais les linguistes avancent une autre explication. Dans ces pays où bien souvent plusieurs langues cohabitent, le français a une fonction dite véhiculaire. 2 personnes qui ne parlent pas la même langue maternelle vont utiliser le français pour communiquer. Cette langue-là devient leur langue de communication
disons, intermédiaire. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'évolution de la langue? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une langue se diffuse, plus elle se diversifie. Or, le français est une des langues les plus diffusées au monde avec l'anglais, donc forcément, le français est fait de diversité. Cela dit, toute langue est le résultat d'un métissage. Les langues pures n'existent tout simplement pas. C'est un phénomène observé absolument partout pour toutes les langues. Même le français est de toute façon le résultat d'un mélange de langues différentes, en l'occurrence du latin mélangé avec du celte parlé par des Gaulois, puis mélangé avec une langue germanique parlée par des Francs qui lui ont donné son nom. Avec la grande diffusion du français, notamment en Afrique, du fait de la colonisation, se sont ajoutés de nouveaux métissages au contact des langues locales. Les gens vont emprunter des mots à leur langue natale, soit parce qu'ils sont plus expressifs, soit parce qu'ils décrivent mieux les réalités locales. On vit dans un environnement naturel particulier, le climat n'est pas le même, les plantes, les animaux, le vent, la pluie, etc. Les coutumes ne sont pas les mêmes, et donc on a besoin d'enrichir le français. Par exemple, à Madagascar, pour dire ensorceler, jeter un sort, on utilise le terme fanafoudé. Le mot vient du malgache fanafoud, qui veut dire remède traditionnel. Et puis une dernière chose, c'est une fois que les gens se sont appropriés le français, mais ils se mettent à le faire évoluer, à inventer des mots en français qui ne sont pas forcément issus d'un emprunt à une autre langue. Ainsi, au Mali, on va dire amouré pour dire qu'on est tombé amoureux. Ou au Cameroun, on va dire un long crayon pour désigner un intellectuel, quelqu'un qui est curieux. Ce processus d'hybridation finit par créer des variétés locales de la langue, qui font qu'on ne parle pas exactement le même français à Dakar et à Kinshasa. Par la culture, mais aussi par les réseaux sociaux, ces différentes variantes du français se diffusent plus vite qu'avant, non seulement en Afrique, mais aussi en France. Par exemple, le verbe s'enjailler, qui signifie en argot s'amuser, faire la fête, vient du nouchi des quartiers d'Abidjan, où l'on dit s'enjailler de quelqu'un, qui veut dire apprécier quelqu'un. Le terme est lui-même issu d'un métissage avec l'anglais joy, qui veut dire joie. Après sa large diffusion, notamment sous l'influence des rappeurs, le verbe s'enjailler a été inscrit au dictionnaire du Petit Robert en 2017. Reste qu'en France, cette diversité, ces évolutions de la langue de Molière sont souvent décriées. On pourrait dire aussi la langue française ne cesse de changer. Eh bien non, la langue française ne répond plus à l'appel de son nom. C'est une autre langue qui se fait aujourd'hui passer pour elle. Voire carrément nier. Cette chanteuse, elle ne chante pas en français. Pour Philippe Blanchet, ce mépris s'explique par des raisons historiques. Après la Révolution et tout au long du XIXe siècle, la diffusion du français sur le territoire a contribué à construire l'identité nationale. Et du coup, cette langue est surinvestie. Il y a une espèce de rapport religieux, elle est sacralisée. Dès lors qu'on a sur la langue ce regard-là, on peut considérer comme des formes de blasphème tout ce qui vient y toucher. C'est comme un texte religieux, on ne peut pas le modifier. Puisque cette langue est l'image de l'identité nationale, si vous modifiez la langue, c'est comme si vous portiez atteinte, pour le dire du point de vue des gens à qui ça pose problème, à l'identité nationale telle qu'elle est. Malgré ces crispations, les variétés locales du français sont de plus en plus reconnues au sein de l'OIF. Au niveau de la francophonie, on reconnaît leur dignité. On voit qu'on est en train de passer à une forme de diversification des modèles et le français devient une langue pluricentrique, on va dire, à plusieurs centres de référence au lieu d'en avoir un seul qui était Paris. Cette approche a le mérite de battre en brèche la perception de la francophonie comme un espace d'impérialisme linguistique. C'est pas nouveau l'idée que les gens à qui on a, même contre leur gré, imposé le français à un moment donné, parce que c'est une langue de communication internationale de très grande diffusion, se l'approprient. Et du coup, il vient un moment où ces gens-là sont en position de dire la mainmise de la France sur la langue française pose un problème de rapport de type colonial. Ils ont parfaitement le droit de le parler à leur façon, de construire leurs propres normes, comme les Québécois l'ont fait. Il y a un dictionnaire du français du Québec qui propose une norme différente de la norme standard française. Mais alors, si le français, comme toutes les langues, évolue constamment, est-il voué à se transformer au point que celui qu'on connaît aujourd'hui n'en vienne à disparaître? Ce n'est pas impossible. C'est ce qui est arrivé au latin, par exemple. Sa grande diffusion dans l'Empire romain a fait éclater la langue en divers rameaux qui sont devenus les langues romanes. Le latin a perduré comme langue savante et comme langue de l'Église, avant de disparaître progressivement. Et de leur côté, les langues romanes ont donné naissance au français, à l'italien et à bien d'autres langues. En fait, tout dépendra des besoins des populations. Si le besoin de communiquer entre les différents espaces du français perdure, une forme commune de français survivra. Si ce n'est plus le cas, il pourrait disparaître.
Si ces relations-là se distendent ou deviennent conflictuelles, ça peut diverger, produire des langues différentes, mais c'est parfaitement banal, il n'y a aucune raison de s'en alarmer, parce que les langues sont des choses dont nous nous servons, c'est nous qui les fabriquons et en fonction de nos besoins. Comme le dit le poète Charles Penquin, la langue laissée au panthéon des écritures et des politiques est une langue morte. Voilà, j'espère que vous n'avez pas peur de la disparition du français. Je vais conclure maintenant en disant ceci, que la langue est un phénomène naturel, évidemment, qui peut être instrumentalisé pour instaurer une domination géopolitique et économique. Mais on ne peut pas en faire ce qu'on veut contre le gré des locuteurs, locutrices des communautés linguistiques. Parce que ce sont eux et elles qui l'acquièrent et se l'approprient. L'avenir, le devenir d'une langue, fut-elle étrangère au départ, donc dépend de ses locuteurs. Ce ne sont donc pas les institutions françaises ou internationales de protection de la langue française qui feront du français ce que cette langue sera ou doit être en Afrique. Si vous en êtes convaincu, permettez-moi de me dire que vous allez taper poteau et si vous persistez, vous allez lire l'heure sur le cocotier en fait. Et je vais continuer dans cette lancée pour parler fort, pour parler bête, pour dire mais bête. Ce sont les traces laissées par les locuteurs, locutrices africains, africaines et les langues cultures de leurs nombreux répertoires linguistiques qui auront le dernier mot sur l'évolution du français en Afrique. Et pourquoi pas, on l'a entendu tout à l'heure, du français tout court. Si la démographie, mais pas seulement la démographie, la sahélisation de l'Afrique s'étend comme cela est probable à toute l'Afrique dite francophone. Ce que j'appelle de tous mes voeux. Et donc je vous dis, allons seulement, on est ensemble. Merci. J'invite les étudiants à poser les premières questions. Juste une petite question. Comment prononce-t-on ce mot G-B-E, accent grave encore? G-B-E, accent grave. Ah, ouais. 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 C'est un son qui n'existe pas en français. C'est pas gbe, comme on dit drogba. C'est pas drogba, c'est drogba. C'est pas bgue, c'est pas gbe, c'est b. Merci. Ça veut dire quoi encore? Alors, parler bé. Parler bé, c'est une traduction littérale du djoula, peut-être d'autres langues aussi, pour dire dire la vérité sans détour. On va dire littéralement parler clair en djoula. Et c'est ce qui a été détourné pour dire parler fort. Quand on dit de parler, que quelqu'un a parlé fort, ça ne veut pas dire qu'il a élevé la voix. Ça veut dire qu'il a dit les 4 vérités. Donc il a parlé fort. Et il y en a qui disent qu'il a parlé bête pour utiliser le mot à l'origine de ce détournement. Où il a dit c'est bête. Merci pour votre conférence. J'ai pensé tout au long de l'été que c'est un peu drôle que l'accent standard qu'on apprend ici, c'est l'accent parisien. Et donc, même dans le corps phonétique. Donc, pour vu le développement de cette français, ce français polycentrique, pluricentrique, est-ce que tu penses que un jour, il y aura plusieurs accents standards, cette centralité va se casser. Pluristandard. C'est plus des standards, c'est ouais.
Merci. Alors, j'aime bien cette expression, plusieurs accents standards. C'est parfait. Sauf que le standard a pour but de communiquer entre des gens qui sont très différents d'une manière ou d'une autre. Donc le standard est utile pour la communication, mais je dirais à l'oral, il n'est pas nécessaire pour moi, le standard. À l'écrit, c'est nécessaire. Mais à l'oral, moi, je n'ai pas changé d'accent. Je suis enseignant en France, je n'ai jamais changé d'accent. Je dis toujours à mes étudiants, mon accent francophone, c'est mon identité. Je ne le changerai pour rien au monde. Je vais articuler pour qu'on puisse me comprendre. Et en règle générale, ils me comprennent. Donc je dirais qu'à l'oral, pas besoin de s'exciter sur un accent standard. Après, pour l'enseignement, chaque enseignant, chaque enseignante fait comme bon lui semble, je pense. Merci beaucoup, Pascal, pour votre conférence très enrichissante. Je serais curieux de savoir, dans les situations de plurilinguisme, quels sont les regards portés sur les langues africaines, d'origine africaine, vis-à-vis de la langue française? Est-ce qu'il y a un mouvement pour que les langues africaines dépassent le français? Est-ce qu'on est fier de notre langue? Est-ce qu'on trouve que c'est inutile parce que ça ne nous sert pas forcément dans le travail pour gagner de l'argent? Quelles sont les attitudes envers les langues d'origine africaine dans cette situation de plurilinguisme? Merci. Je vais parler du pays que je connais, c'est-à-dire le Burkina Faso. Après, d'autres personnes pourront parler d'autres pays africains. Je dirais qu'au Burkina Faso, la situation, les représentations épilinguistiques, puisque c'est de ça dont tu parles, sont assez complexes. On a à la fois cet attachement aux langues, cultures africaines, parce que c'est la vie quotidienne qui est bâtie autour de ça. Mais parallèlement, dans la société, en raison de la diglossie forte qui existe entre le français et ses langues d'origine africaine, c'est le français qui permet de s'en sortir mieux sur le plan du travail, sur le plan professionnel en règle générale. Donc ça reste une langue de prestige. Finalement, beaucoup de locuteurs et locutrices sont prises entre les deux, entre cet attachement aux langues africaines et puis forcément cet attachement aussi à cette langue d'élite. Une deuxième chose que je peux dire à ce propos, c'est quand on veut régler l'anomalie qui consiste à n'enseigner qu'en français depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Il y a eu au Burkina Faso 30 années d'expérimentation de l'enseignement biplurilingue pour pouvoir introduire ces langues nationales à l'école. Il y a eu une première phase où la réforme n'a pas du tout été préparée. Donc évidemment, la population n'a pas adhéré, puisque la population s'est dit, bien sûr, nous allons mettre nos enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce que la suite va changer? Par la suite, ils ont essayé de faire quelque chose de plus réfléchi, qui peut bien fonctionner, à condition qu'il y ait une volonté politique. Cette volonté politique n'existait pas, mais elle existe de plus en plus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce n'est que le début du commencement. C'est-à-dire que, progressivement, certaines de ces langues vont être valorisées pour être utilisées dans l'enseignement. La population n'est pas contre, mais c'est simplement qu'il faut que ce soit bien pensé pour que, par la suite, ces langues soient des langues de travail, pour qu'on puisse en vivre. Voilà, pour le Burkina. Merci Pascal pour ça. Je voulais demander si, dans votre expérience dans la linguistique, si vous trouvez une différence entre l'utilisation de vous et de tu, dans le formel et l'informel en Afrique et puis en Europe. Parce que moi j'ai eu des expériences au Sénégal et puis en France, et parfois moi j'utilisais le tu en France après avoir vécu au Sénégal, et parfois les gens n'étaient pas du tout contents. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sort dans vos études de la linguistique, mais ça m'intéresse.
Merci. Alors, le tu et le vous en français ou dans les langues nationales? En français, en Afrique. En français, en Afrique. Dans les situations formelles, c'est comme en France. C'est-à-dire quand on est à l'école, dans l'administration, on vous voit. On ne tutoie pas. C'est comme ça en français standard, c'est comme ça en français, on va dire formel. Mais dans la vie de tous les jours, dans le français langue africaine, il n'y a pas de règle absolue. Et très souvent, on utilise le tu spontanément parce qu'on est dans une variété qui le permet. Cette variété dans laquelle on communique avec des gens qui ne sont pas lettrés et qui ne savent pas forcément manipuler le vous, qui vont utiliser le tu. Donc, dans la vie de tous les jours, en français ordinaire d'Afrique, on va retrouver cette habitude de tutoyer. Parce que cela correspond aussi à ce qui se passe dans beaucoup de langues d'origine africaine burkinabé, pas dans toutes les langues. Il y a des langues dans lesquelles le vouvoiement est encore plus rigide qu'en français. Par exemple, au Burkina Faso, chez les Mossi, les Mossi, c'est une société très hiérarchisée. Au sommet, il y a le roi et à la fin, il y a le chef de famille. Le chef de famille, chez lui, c'est le roi et même sa femme doit le vouvoyer dans cette culture-là. C'est très hiérarchisé. Vous prenez notre culture comme la culture de mon papa, le Dagara, du côté du Burkina Faso et du Ghana, c'est l'inverse. Ce n'est pas une société hiérarchisée. Le chef de village, il est comme les autres. Quand je passe voir le chef du village qui est assis, je lui dis bonjour de loin en le tutoyant. Parce que dans cette langue, le vous de politesse n'existe pas. C'est le vous pluriel qui existe. Donc on se tutoie. Donc ça dépend aussi des habitudes langagières et culturelles des uns et des autres. Oui, merci Pascal pour ta conférence. Je me posais la question de savoir, alors bien sûr, tu t'es centré sur le français et tu nous as montré que eh bien, c'était finalement le continent africain qui allait permettre aux Français d'affirmer sa position et de garder peut-être sa place dans le monde. Mais est-ce que le français n'est pas concurrencé, comme dans beaucoup d'autres pays, et notamment en Europe, par d'autres langues étrangères, notamment l'anglais, bien sûr? Je ne sais pas quelle est la pénétration finalement de l'anglais dans ce français africain dont tu parles. Quelle est la pénétration d'autres langues sur le continent africain, dont on sait qu'effectivement il y a d'autres puissances qui investissent en Afrique? Je pense à la Chine, à la Russie. Donc comment finalement ce métissage des langues dont tu as très très bien parlé, mais intègre finalement ces autres langues, et est-ce que ça ne vient pas menacer aussi le français, ou concurrencer en tout cas le français en Afrique? Voilà, c'était peut-être une question un peu embarrassante. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que tu ne l'as pas du tout évoqué, et on a l'impression qu'il n'y a que le français en Afrique, en tout cas dans les pays francophones. Mais voilà, on est dans un moment de mondialisation culturelle aussi. Il y a effectivement la musique, les séries, les films. Donc on peut imaginer que la jeunesse, notamment africaine, est réceptive notamment à l'anglais et aussi à ces autres langues possiblement dominantes, d'autres rapports de domination aussi qui sont en train, malgré tout, de s'imposer en Afrique avec les Russes et les Chinois, je crois. Merci. Alors, pour moi, aucune langue n'est une menace pour une autre langue. Ce sont des individus, des institutions, des puissances économiques ou politiques qui peuvent être une menace. Les langues, l'Afrique est habituée au multilinguisme, au plurilinguisme. Donc, je dirais, on a peur d'aucune langue. Pourquoi j'ai parlé exclusivement du français? Parce que c'était mon fil conducteur. Je voulais montrer comment cette langue est devenue peu à peu une langue dont les Africains se sont appropriés. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des autres langues. Mais aussi parce que le taux d'influence des autres langues est insignifiant pour le moment. Ce dont tu parles, ça va peut-être venir après. Parce que dans l'évolution linguistique, on est dans un temps très long, pas un temps court.
Les influences dont tu parles, Russie, Chine, Turquie et j'en passe, sont des influences de l'actualité, j'ai envie de dire. L'anglais, c'est une langue qui est enseignée scolairement, mais qui n'est pas pratiquée au Burkina Faso, en dehors des salles de classe, en dehors de l'université. Donc il y a très peu de chances que ça influence de manière significative le français, ou même les autres langues. Par contre, si on va au Ghana, à côté, le Ghana, justement, les langues d'origine africaine du Ghana sont influencées éminemment par l'anglais. Et pour prendre un exemple, le Dagara, qui est la langue du côté de mon papa, ma famille paternelle, la frontière a séparé une partie de la famille qui est au Burkina, une partie de la famille qui est au Ghana. Au Burkina Faso, quand nous parlons français, quand les gens du village parlent français, ils sont influencés par le lexique du français. Mais quand ils passent la frontière, la même langue est influencée par le lexique de l'anglais. Donc je pense que l'anglais, ça va venir peut-être si progressivement, selon la loi, l'anglais devient effectivement langue de travail et que les gens se mettent à utiliser l'anglais. Donc il y aura cette double influence et de l'anglais et du français. Pour l'instant, s'il y en a qui ont peur de l'influence russe ou chinoise, ce n'est pas sur le plan linguistique, pour l'instant. Et donc, le temps qu'on apprenne le russe, qu'on apprenne le chinois, je ne crois pas que ça intéresse les Chinois d'apprendre leur langue. Il y a d'autres choses qui les intéressent. Voilà. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. C'est vrai, pardon, juste tout à l'heure, sur les exemples que vous avez, il y avait marqué Tuno, ce garçon, Tuno. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Il y a un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone, comme Estelle nous a montré dans ça. Donc ça, c'est logique. Dans les pays, soit anglophones ou... tout à fait logique. Oui. Est-ce qu'il y a des gens parmi les pays différents, francophonie, Afrique, qui sont les séparatistes de Français? Ou parce que, par exemple, en Québec, il y a les gens qui vraiment ne veulent pas perdre le français avec l'influence de l'anglais, mais dans les pays en Afrique, est-ce qu'il y a les gens comme ça avec le français et leur langue africaine? Est-ce qu'il y a des locuteurs, locutrices qui voudraient éjecter le français au profit des langues nationales? Oui, dans ce sens? Oui. Alors, pour moi, ça existe, mais c'est idéologique. C'est-à-dire que ceux qui revendiquent cela, ce sont des gens pour qui le français est une langue du colonisateur. Et donc, il n'y a pas de raison que nous gardions cette langue avec une réelle indépendance. Pour moi, c'est de l'idéologie. Sur le plan linguistique, je dirais que ce n'est pas réaliste. Le français est suffisamment ancré, et vous avez vu ce que je vous ai montré, et ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Le français est vraiment ancré sur le plan socio-linguistique. Donc, les gens sont plutôt pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du français pour un certain nombre de choses, ils l'utilisent. Ils ont les langues nationales à leur disponibilité, ils l'utilisent. Au contraire, c'est une richesse. Mais ceux qui sont séparatistes, c'est sur le plan idéologique. Oui. Il y a Ariane qui veut compléter. Dernière question là. Oui, je voulais contribuer à la question selon laquelle elle voulait savoir s'il y a les séparatistes. Je veux dire séparatistes, c'est trop dit, mais je voulais quand même faire savoir qu'au Cameroun, par exemple, où nous avons 2 régions qui parlent anglais, c'est 8 qui parlent français, ces dernières années, nous avons tendance à voir presque tout le monde, je veux dire, il y a une forte population qui ont tendance à envoyer leurs enfants à l'école anglophone. C'est-à-dire, les gens sont carrément en train de quitter
la langue française, c'est-à-dire même ceux qui parlent pas anglais, qui ne comprennent même pas, leurs enfants sont à l'école anglophone. Et tout ceci pourquoi? Parce que à cause de cette question d'immigration, des opportunités un peu réduites du côté de la France, donc tout le monde, donc, alors voilà, il y a cette tendance à quitter la langue française au Cameroun. Merci Pascal, merci tout le monde. Cette conférence conclut notre série de conférences de l'École de français 2024. Merci d'être venus.